L'année était 1889, et Paris n'avait jamais été aussi bruyant. La dentelle de fer de la tour de M. Eiffel s'élevait au-dessus du champ de Mars, comme un Paris engagé contre le ciel, et l'exposition universelle attirait le monde entier à boire du champagne, sous des lumières électriques qui transformèrent la nuit en une chose dont la vieille aristocratie se méfiait quelque peu. Dans les salons du faubourg Saint-Germain, cependant, le gaz sifflait encore dans ses appliques, et la conversation tournait toujours autour de la même petite constellation de noms qui gouvernait la société française depuis, avant que la Révolution n'eût daigné l'interrompre. Pour être admise dans ces pièces, il fallait 3 choses: du sang, de la beauté et la capacité de traverser un parquet sans susciter la pitié. Geneviève de Saint-Méran ne possédait que la première, et elle avait commencé, au printemps de sa 22e année, à soupçonner que même la première lui était dissimulée à dessein. Elle entra dans le salon de la comtesse de Polignac un jeudi soir de la fin avril, marchant 3 pas derrière sa belle-mère et un pas entier derrière ses demi-sœurs, ce qui était la formation que Hortense avait décrétée pour les apparitions publiques. Le fiacre les avait déposées rue de Varennes, et Geneviève avait compté les pas du trottoir à la porte. 27, comme elle comptait désormais chaque distance, comme un marin compte les sondages avant un récif. Sa jambe droite, plus courte que la gauche de 3 travers de doigts depuis l'accident de voiture à Fontainebleau lorsqu'elle avait 9 ans, faisait de chaque soirée un problème de navigation. Elle était devenue la meilleure navigatrice de Paris, quoique nul n'eût jamais songé à l'enlouer. « Tâchez de ne pas traîner ce soir, Geneviève », murmura Hortense, tandis que le valet de pied prenait leur manteau. La comtesse a invité le vicomte de Brézé, et Solange s'est donné de la peine pour sa coiffure. Ne lui donnez pas de raison de regarder ailleurs. Oui, madame. Et ne vous asseyez pas près du candélabre. L'ombre est défavorable. Oui, madame. Solange, qui à 19 ans avait hérité de la beauté sèche de sa mère et de la vanité de son défunt père, jeta un regard par-dessus son épaule avec le petit sourire privé qui avait été la bande-son de l'adolescence de Geneviève. Peut-être Geneviève devrait-elle s'asseoir derrière le paravent. Elle y serait plus à son aise, et nous toutes plus tranquilles. Solange, le ton d'Hortense était un doux reproche, mais ses yeux brillaient d'approbation. La cadette des demi-sœurs, Élodie, 16 ans et encore à demi effrayée de sa propre famille, ne dit rien et regarda le tapis. Il est nécessaire ici de faire une brève pause sur une question de géographie aristocratique française, car l'auditeur peut ne pas encore apprécier ce qu'était la rue de Varennes, et ce qu'elle n'était pas. Dans le Paris de 1889, les 7 rues du faubourg Saint-Germain, la rue de Grenelle, la rue de Varennes, la rue de l'Université, la rue de Bourgogne, la rue Saint-Dominique, la rue de Bellechasse et la rue de Lille formaient une paroisse close de peut-être 240 familles qui se considéraient comme la dernière véritable aristocratie de France. Elles avaient survécu à la guillotine, à l'Empire, à la Restauration, au Second Empire, à la Commune et à la dernière République impertinente par l'expédient simple de se marier entre elles et de se prêter de l'argent. La bourgeoisie pouvait régner sur la bourse et sur la chambre, mais la rue de Varennes régnait sur la rue de Varennes, et la rue de Varennes avait une mémoire longue de 3 siècles. Être admise dans un salon-là n'était pas, comme cela le serait sur la rive droite, une occasion mondaine. C'était un examen. Hortense de Saint-Méran avait passé 12 ans à préparer sa famille à le réussir, et elle n'entendait pas que la plus jeune examinatrice, une belle fille boiteuse avec un revenu modeste et une habitude opiniâtre de lire, vint défaire son ouvrage. Le salon de la comtesse de Polignac était une longue pièce bleue et or à 3 hautes fenêtres donnant sur le jardin, et il était déjà à demi rempli du genre d'invités qu'Hortense avait passé 12 ans à cultiver. La marquise de Vaudreuil, qui collectionnait les amants comme d'autres femmes collectionnèrent les éventails. Le vieux baron d'Estournel, dont Louis avait défailli mais dont la mémoire des affronts n'avait point défailli. Les sœurs de Chénier, jumelles, vêtues toujours de gris tourterelle assorties. Et tout au fond, près du poêle de porcelaine, 3 hommes que Geneviève ne reconnut pas d'abord, debout avec l'aisance facile d'hommes à qui l'on n'avait jamais dit de se donner de la peine pour leur coiffure, parce qu'ils n'en avaient, de leur vie, jamais eu besoin.
Elle trouva le fauteuil qu'Hortense lui indiqua, non point derrière le paravent, mais assez près pour que la plaisanterie n'eût pas tout à fait été une plaisanterie, et s'y abaissa avec précaution, arrangeant sa jupe pour dissimuler la semelle compensée de son soulier droit. Le cordonnier de la rue du Bac avait fait excellent ouvrage. Dans une pièce immobile, on pouvait presque oublier. Ce n'était que lorsqu'elle bougeait que le monde se souvenait. Un valet de pied lui offrit du thé. Elle l'accepta, et pour un instant, dans la petite cérémonie privée du sucre et de la cuillère, elle se sentit presque invisible dans le bon sens du terme, dans le sens qu'elle s'était appris à désirer. L'invisibilité était un pays où l'on pouvait habiter. Elle avait meublé le sien avec soin au fil des années avec des livres, avec le modeste revenu que son défunt père lui avait laissé, quoiqu'elle eût commencé depuis peu à soupçonner que le revenu n'était pas aussi modeste qu'Hortense le rapportait. Et avec les longues promenades qu'elle faisait seule aux Tuileries, avant le petit déjeuner, lorsque nul n'était éveillé pour compter ses pas. Elle avait presque achevé son thé lorsque la marquise de Vaudreuil, qui tenait la parole près de la cheminée, s'adressa à elle en manière de théâtre public. « Mademoiselle de Saint-Méran, vous êtes bien silencieuse. Dites-nous donc les nouvelles de votre maison. Les fiançailles de votre demi-sœur avec le vicomte doivent être conclues à présent, sûrement. Tout Paris attend. » Geneviève posa sa tasse. La pièce, avec l'oisiveté pratiquée d'une pièce qui avait attendu son divertissement, tourna son attention vers son fauteuil. « Je ne suis pas dans les confidences de ma demi-sœur, madame la marquise. » Comme c'est surprenant, j'avais toujours cru que les sœurs se confiaient l'une à l'autre par-dessus toute chose au monde. Nous ne sommes pas tout à fait sœurs. Non. Non, bien sûr. Pardonnez-moi. La marquise sourit. Et vous-même, mademoiselle, n'avez-vous aucune nouvelle? Aucun prétendant à annoncer de votre côté? 22 ans n'est pas encore un désastre. Mais les années passent. C'était le petit écorchement public que la société parisienne pratiquait sur les femmes qu'elle avait décidé de retirer de la considération. Geneviève avait été écorchée auparavant. Elle avait mis au point, au fil de 4 saisons, la réponse qui lui coûtait le moins. « Mes nouvelles, madame, sont que les Goncourt ont publié le 5e tome de leur journal, dont on me dit que c'est le meilleur des 5. Les Goncourt ?» La marquise fit du mot une douce obscénité. Quelle érudition et quel célibat! La pièce rit. C'était un rire mince, le rire obligatoire qui suit une hôtesse du rang de la marquise, et il eût été oublié en une semaine. Geneviève l'eût replié dans la petite collection privée qu'elle gardait de telles soirées, et eût rentré chez elle, si la porte du salon ne se fût pas ouverte, en cet exact instant, sur une figure qui altéra la gravité de la pièce. Ce fut d'abord la conversation qui se modifia, non point s'arrêtant mais ralentissant, comme un ruisseau qui rencontre une pierre. Les têtes se tournèrent, puis se détournèrent trop vite, feignant de ne s'être point tournées. La comtesse de Polignac, qui tenait sa cour près de la cheminée, se leva avec un sourire frémissant, et Geneviève l'entendit dire, de la voix portante qu'elle réservait aux arrivées importantes: « Monsieur le duc, nous vous tenions tout à fait pour perdu. » Geneviève regarda. Il se tenait dans l'embrasure avec l'aisance indifférente d'un homme pour qui les embrasures s'étaient toujours ouvertes, une haute silhouette en tenue de soirée noire, les cheveux foncés coupés plus courts que ne le voulait la mode, la ligne de la mâchoire si nette qu'elle semblait dessinée, plutôt que poussée. Elle le reconnut aussitôt, quoiqu'ils n'eussent jamais été formellement présentés, car tout Paris connaissait Alexandre, duc de Rochefort, par le même petit ensemble de faits, qu'il avait hérité à 22 ans du plus grand domaine non substitué de la Loire, que sa femme était morte de fièvre dans la 2e année de leur mariage, et qu'il ne s'était point remarié dans les 7 années écoulées depuis, qu'il avait brisé la carrière du comte de Lavalette en une après-midi pour une insulte que Geneviève n'avait jamais entendu répéter, et qu'il ne fréquentait pas, en règle, les salons. « Madame la comtesse, sa voix portée sans paraître si efforcée. Pardonnez-moi. J'ai été retenu à la bourse. » « Vous êtes pardonné de tout, monsieur, toujours. » Il inclina la tête, la moitié d'un sourire, pas davantage, et se laissa entraîner dans la pièce. La main d'Hortense se referma sur le poignet de Geneviève sous la table, une étreinte dont les os formaient une consigne.
Solange se redressa sur sa méridienne, ajusta l'angle de son menton à la lumière et leva d'un pouce son éventail peint. Geneviève ne bougea point. Elle avait été instruite par 12 ans d'Hortense et toute une vie de sa propre observation tranquille, dans l'art de se tenir immobile lorsque le monde souhaitait être vu. Elle laissa son regard tomber sur sa tasse, et c'est ainsi qu'elle ne vit pas, d'abord, que le duc de Rochefort avait traversé le salon non point en direction de la comtesse, non point en direction du poêle de porcelaine et de ses amis qui l'attendaient, non point en direction de l'éventail levé de Solange, mais en ligne droite et sans hâte vers son fauteuil. Elle ne prit conscience de lui que comme d'une forme arrivant à la lisière de son champ de vision, puis d'une paire de souliers de soirée vernis qui s'arrêta à une distance parfaitement correcte de sa jupe. Elle leva les yeux. Il la regardait avec une expression qu'elle ne parvint point à lire du tout. Ce n'était point de la pitié. Elle connaissait la pitié. La pitié était la petite monnaie de ses journées, et elle en pouvait détecter trace à 30 pas dans l'angle d'une bouche quelconque. C'était autre chose, quelque chose de plus ferme et de plus attentif, comme s'il l'avait cherché dans un lieu encombré, et l'eût, enfin, à présent, trouvé. Mademoiselle de Saint-Méran. Il offrit la petite révérence due à une femme à qui l'on n'a pas été présenté, ce qui était exactement correct et exactement impossible, car comment savait-il son nom? Je crois que nous avons une connaissance commune en Monsieur Vallet. Vallet? Le libraire du quai Voltaire, celui qu'elle visitait un mardi sur 2, celui qui lui réservait le nouveau Maupassant parce qu'il savait qu'Hortense ne tolérait pas les romans dans la maison. En effet, monsieur, il m'a parlé de vous avec tant d'admiration que j'avais commencé à douter de sa probité. Je suis soulagé de le trouver disculpé. Derrière elle, elle entendit Hortense émettre un petit son qui n'était pas tout à fait une toux. « Vous êtes bien aimable, monsieur. » « Je ne le suis point. » Il le dit sans chaleur, comme un homme qui rapporte le temps qu'il fait. « Je suis précis. On le prend parfois pour l'autre chose. » Un silence s'ouvrit. Geneviève prit conscience que la pièce s'était faite silencieuse autour d'eux, que chaque visage qu'elle ne pouvait voir était tourné vers son fauteuil, que l'éventail de Solange avait cessé de bouger. Elle fréquentait les salons parisiens depuis 4 ans. On ne s'était, dans aucun d'eux, adressé à elle en premier. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. « La comtesse m'a donné permission de m'asseoir où il me plaira. » Elle inclina la tête. Il tira la petite chaise dorée à côté de la sienne, et la pièce, après une brève hésitation, se rappela comment parler. La conversation reprit à une hauteur légèrement plus aiguë, comme un violon accordé trop serré. « Vous lisez le Maupassant, dit-il. Vous savez que je le lis. Vallet me l'a dit. Il m'a dit aussi que vous aviez achevé le Bourget en 11 jours, ce qu'il jugeait lent, et que vous aviez rendu le Zola sans l'avoir lu, ce qu'il jugeait sage. Il est indiscret. Il est amoureux de vous de la petite manière propre dont les vieux libraires sont amoureux de leur meilleure cliente. Je ne le punirai pas pour cela. » Elle ne savait que faire de son visage. Elle sentit, pour la première fois depuis plusieurs années, une chaleur à ses pommettes qui n'avait rien à voir avec l'humiliation. Elle leva sa tasse pour s'en cacher. « Et vous, monsieur, dit-elle, lorsqu'elle put maîtriser sa voix. Que lisez-vous? Ces temps-ci des contrats. Cela paraît fastidieux. Cela leste. Mais j'ai découvert que la seule façon de protéger ce à quoi l'on tient est de lire les contrats que d'autres hommes espèrent qu'on ne lira pas. » Il ne regarda point sa belle-mère en disant cela. Il n'avait pas besoin de le faire. Geneviève sentit Hortense, à 3 pieds de là, devenir très immobile. À l'autre bout de la pièce, près de la porte, une nouvelle voix, plus jeune, plus claire, la voix d'un homme qui entrait à une soirée dont il comptait jouir, s'annonça à la comtesse. Geneviève n'avait pas besoin de se retourner. Elle connaissait cette voix. Le vicomte de Brézé était arrivé. Le vicomte Étienne de Brézé avait 26 ans et passait, parmi les femmes qui n'avaient pas encore eu à vivre avec lui, pour charmant. Il avait le genre de beau visage clair qui photographiait bien et le genre de rire qui remplissait une pièce avant que l'on eût décidé de le laisser entrer. Il courtisait Solange, ou plutôt Hortense la courtisait en son nom, depuis bientôt 1 an,
et l'on tenait l'engagement pour une simple affaire de temps. Il avait aussi, à 3 occasions distinctes dans 3 salons distincts, fait des plaisanteries sur la claudication de Geneviève, à portée de son oreille, tout en lui souriant comme s'ils en partagèrent le secret. Il vit le duc de Rochefort d'abord, et son pas trébucha. Il n'avait pas attendu le duc. Nul n'avait attendu le duc. Puis il vit auprès de qui le duc était assis, et quelque chose passa sur son visage que Geneviève, l'observant à travers ses cils, catalogua pour examen ultérieur. Ce n'était pas exactement de la jalousie, c'était le regard d'un petit homme qui découvrait qu'une porte qu'il avait supposée sienne à ouvrir avait déjà un homme plus grand debout à l'intérieur. Il se reprit, il vint à eux, baisa la main de la comtesse, baisa celle d'Hortense, s'inclina profondément devant Solange, puis, avec un geste large qui embrassa tout le salon en observation, se tourna vers le fauteuil de Geneviève. « Mademoiselle de Saint-Méran, que vous avez bonne mine ce soir. On vous voit à peine. »« J'ai été ici, monsieur. »« Bien sûr, bien sûr. La lumière vous éclaire différemment lorsqu'on prête attention. » Il sourit. Le sourire était pour la pièce, non pour elle. « Monsieur le duc, vous nous éclipsez tous ce soir. Nous avions imaginé que mademoiselle de Saint-Méran passait ses soirées à lire, et la voici dans le meilleur fauteuil, dans la meilleure compagnie. » Le duc ne répondit pas. Il regarda simplement le vicomte de la manière dont un homme regarde un meuble qu'il envisage de déplacer. La comtesse, avec les instincts d'une hôtesse qui sentait sa soirée vaciller, frappa de ses petites mains blanches. « De la musique, dit-elle. Madame de Vaudreuil nous a promis de la musique. Solange, ma chère, voulez-vous chanter? Et puis, oui, puis je crois que nous devrons danser. Le tapis se roule si admirablement, et il y a un siècle que l'on n'a pas dansé dans cette pièce. » Il y eut des applaudissements, polis et obligés. Un valet alla au tapis. Le pianiste, un jeune homme anguleux qui avait été engagé pour la soirée, prit sa place. Solange chanta, avec compétence, joliment, un Massenet, et fut applaudie, et fit la révérence, et reprit sa méridienne, le teint coloré. Eh bien donc, la comtesse se tourna vers la pièce. « Qui danse avec qui? Monsieur le vicomte, vous devez ouvrir. Mademoiselle Solange, bien sûr, et mademoiselle de Saint-Méran. » La voix du vicomte trancha, légère comme du verre. « Elle a été trop longtemps tapisserie. Je ferai mon devoir. Je danserai avec elle la première. » La pièce s'arrêta. Pendant un battement, Geneviève ne comprit pas ce qu'il avait dit. Puis elle comprit, et elle sentit le sang quitter son visage si complètement qu'elle pensa, lointainement, qu'elle put s'évanouir, et fut épargnée du reste. Il savait parfaitement qu'elle ne pouvait pas danser, qu'elle n'avait pas dansé depuis l'âge de 8 ans, que lui demander de danser dans cette pièce devant ces gens. C'était lui demander d'exposer, en public, la seule chose qu'elle eût passé toute sa vie d'adulte à contenir dans le privé. Il savait, et il souriait, et le sourire était un présent à Solange, qui regardait les lèvres légèrement entr'ouvertes, et à Hortense, qui avait posé son éventail peint contre sa joue et baissé les yeux dans un petit semblant théâtral, de ne pouvoir regarder. « Monsieur, dit Geneviève. » Sa voix était très basse. « Vous êtes trop bon, je ne danse pas. » Sottise. Toutes les dames dansent. Il ne s'agit que d'être invité. « Je ne danse pas, monsieur. » « Alors je vous apprendrai, ici, devant tous nos amis. Ils en seront charmés. Ce sera la bonté de la saison. » Il tendit la main. La pièce regardait. Elle sentit, dans la longue seconde avant qu'elle n'eût à le refuser à voix haute, et à devenir, en refusant, la scène qu'il souhaitait qu'elle fût. Elle sentit une présence se dresser à ses côtés, sans hâte, délibérée, à la manière dont la marée monte lorsque nul ne regarde le rivage. « Monsieur de Brézé !» Le duc s'était levé. Il n'éleva point la voix. Il n'en avait pas besoin. « Vous avez offert à mademoiselle de Saint-Méran une bonté qu'elle a déclinée. Un gentilhomme, ayant été refusé, se retire. Monsieur le duc, je vous assure, un gentilhomme se retire. » La voix du duc ne changea ni de hauteur ni de volume,
mais quelque chose dans l'air alentour se refroidit de plusieurs degrés. Je suis sûr que vous n'aurez pas besoin d'un troisième rappel. Le sourire du vicomte tint une seconde, deux, puis s'amincit au bord. Il abaissa la main, il s'inclina devant la comtesse, non devant Geneviève, et recula, mais avant de se redresser, il regarda, une fois seulement, Geneviève, et le regard n'était point celui d'un homme qui avait été remis à sa place. C'était le regard d'un homme qui avait été remis à sa place, et qui établissait, avec les petits muscles privés de son visage, une liste. Le duc se tourna. Il ne regarda point la pièce. Il regarda Geneviève, et sur son visage elle vit, pour la première fois, la chose qu'elle n'avait point su lire plus tôt, et qu'elle pouvait lire à présent. Ce n'était point la chaleur de l'admiration, dont elle n'eût su que faire. C'était la certitude froide et arrêtée d'un homme qui avait attendu, peut-être depuis longtemps, d'être utile. « Mademoiselle, dit-il, m'accorderez-vous de vous accompagner au jardin? La comtesse y entretient un fort beau camélia, et on me dit qu'il est dans sa plus belle floraison cette semaine. » C'était magistral. C'était, elle le comprit aussitôt, la correction précise que le moment exigeait. Non point un refus de l'offre du vicomte, qui eût laissé son humiliation intacte, mais une substitution d'une occasion entièrement différente, où la question de la danse ne s'était simplement jamais posée. Il ne la sauvait pas, il réécrivait la page. « J'en serais charmé, monsieur. » Il offrit son bras. Elle se leva, et ici, même à présent, son genou droit la trahit, le petit accroc instable qu'elle n'avait point appris à dissimuler, car cela ne se pouvait dissimuler. Et il prit le poids, point visiblement, point d'un mouvement que la pièce put remarquer, mais dans la stabilité absolue du bras sous sa main, dans la manière dont il accorda son allure à la sienne sans paraître ralentir, dans la courtoisie sans hâte de sa progression à travers le parquet, qui rendait sa propre progression, par association, sans hâte et courtoise elle aussi. Ils atteignirent la porte du jardin. Il l'ouvrit. L'air frais d'avril entra, sentant le lilas et la fumée de charbon et la ville au-delà du mur. Derrière eux, la pièce exhala. Le jardin de la comtesse de Polignac était petit mais élaboré, une concée parisienne d'allées de gravier et de rosiers palissés, avec un unique vieux marronnier au centre, sous lequel se tenait un banc de pierre. Le camélia, comme il l'avait promis, était au mur du midi, une écume blanche contre la brique sombre. Il la mena vers lui à son allure, non à la sienne, et elle comprit qu'il avait pris le chemin long délibérément, afin qu'elle eût le temps de se reprendre avant qu'ils n'eussent à s'arrêter et à parler de nouveau. « Je ne sais comment vous remercier, monsieur. »« Alors ne le faites point. Je sais ce qu'il eût fait. Il ne le fera pas. Ni ce soir, ni à aucune soirée future à laquelle vous seriez tenu d'assister en sa compagnie. » Elle se tut. Ils avaient atteint le camélia. Il libéra son bras, doucement, avec la petite considération explicite d'un homme qui rend ce qu'il a emprunté. Et elle s'appuya contre la pierre du mur. « Monsieur, dit-elle, vous êtes très bon, et je vous suis très reconnaissante. Mais vous vous êtes fait un ennemi ce soir pour le compte d'une femme que vous ne connaissez pas. »« Je vous connais. » Elle le regarda. Le jardin n'était éclairé que par le débordement des fenêtres du salon, et une unique lanterne à l'autre bout, et son visage dans la demi-lumière était plus dur qu'il ne l'avait été à l'intérieur. Les plans plus nets en étaient visibles sans l'adoucissement de la flamme des chandelles. « Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, monsieur. Nous ne nous étions point rencontrés avant ce soir, non. Mais j'entendais parler de vous depuis 1 an et 1 mois, depuis le 17 mars de l'an dernier, lorsque j'étais chez Vallée au moment où vous y entrâtes pour demander si le second volume du journal des Goncourt était arrivé. Vallée vous dit qu'il ne l'était pas. Vous dites que vous attendriez. Il dit que cela pourrait prendre 6 semaines. Vous dites, et je m'en souviens exactement, que vous aviez attendu plus longtemps pour de pires choses, et que les Goncourt avaient au moins la décence d'être intéressants. Vous ne me vîtes point. J'étais dans l'arrière-boutique avec un e-folio, que je n'avais nulle intention d'acheter. Je l'achetais. Je l'ai encore. » Elle le regarda fixement. « 1 an et 1 mois, dit-elle.
et 5 jours. Je n'avais point été en position de vous être présenté. Votre belle-mère ne fréquente point les cercles que je fréquente, et je ne fréquente pas, en règle, les cercles qu'elle fréquente. Ce soir était une exception que j'avais arrangée avec la comtesse il y a 3 semaines, lorsque j'appris de Valais que vous y seriez présente. Vous, arrangé. J'ai arrangé d'être dans cette pièce ce soir, mademoiselle, dans le but exprès de vous être présenté. Que quelque chose suivi de cette présentation devait dépendre entièrement de vous. Je n'avais point prévu la contribution du vicomte. Je suis fâché qu'il vous ait fallu l'endurer. Je ne suis point fâché qu'elle m'en ait donné l'occasion. Elle ne savait que faire de ses mains. Elle découvrit qu'elles étaient devenues froides. Le jardin semblait s'être fait très silencieux autour d'eux, le bruit du salon assourdi par la porte fermée. « Monsieur le duc, je ne sais comment répondre à rien de tout ceci. Vous n'êtes point tenu d'y répondre ce soir. » Pourquoi ? C'était le seul mot qu'elle put trouver. Il le comprit. Parce que Vallet a dit que vous aviez attendu plus longtemps pour de pires choses, et j'ai su aussitôt que j'avais attendu moi-même, et n'avais point su quoi. Parce que vous avez dit que les Goncourt avaient soit la décence d'être intéressants, et je n'avais pas entendu quiconque à Paris employer le mot décence à propos d'un livre depuis quelques années. Parce que je rentrais chez moi et lus les Goncourt cette nuit, tous, et trouvais que vous aviez eu raison, et que j'avais vécu, sans le remarquer, parmi des gens qui ne l'avaient pas. Telles sont mes raisons, mademoiselle. Elles ne sont point romanesques. Je ne vous insulterai pas avec des raisons romanesques. Je vous ai offert la vérité parce que je crois que vous pouvez la porter, et parce que je n'entends pas commencer ceci, quoique ceci doive être par moins. Elle découvrit qu'elle tremblait, très légèrement, et qu'elle ne souhaitait point qu'il le vît. Elle tourna le visage vers le camélia. Vous avez dit, parvint-elle à articuler, que tout ce qui suivrait dépendrait de moi. Cela en dépend. Et si je vous dis que rien ne doit suivre, alors rien ne suivra. Je vous rendrai à votre belle-mère, vous escorterez à votre voiture, et vous ne serez point importuné par moi de nouveau. Le vicomte, cependant, sera tout de même ruiné d'ici la Saint-Michel. Cette décision a déjà été prise et ne dépend pas de vous. Elle se tourna vers lui. Vous le ruineriez que je vous le demande ou non? Il vous a humilié ce soir dans une pièce de 50 personnes. Il l'a fait à 3 occasions antérieures au moins, dont j'ai des relevés. C'est en outre un homme dont je détiens les dettes par un comptoir d'escompte de la rue Laffitte, et dont les perspectives de mariage avec votre demi-sœur dépendent d'une dot que son père ne peut, en fait, fournir. Ces faits existaient avant ce soir. Ce soir a simplement fixé l'échéance. Elle le regarda fixement. L'air frais avait commencé à mordre à travers ses manches fines, et elle le sentait à peine. Vous détenez ces dettes. Je détiens un grand nombre de dettes, mademoiselle. C'est l'une des conséquences ternes de la position où je suis né. Je m'en suis, à l'occasion, servi. Je m'en servirai en cette occasion que vous le souhaitiez ou non, parce que ce qu'il a fait ce soir ne peut subsister, et que j'ai les moyens d'y veiller. Mais je ne vous imposerai rien d'autre. Ni ma compagnie, ni mon nom, ni mon bras au-delà de cette soirée. Ces choses-là, vous devez les choisir, ou non, librement. Elle le regarda longuement. Il le supporta sans bouger, comme un homme supporte un verdict. Monsieur le duc, mademoiselle, je voudrais, je crois, voir les Goncourt que vous avez achetés. L'in-folio, celui que vous n'aviez nulle intention d'acheter. Quelque chose bougea sur son visage. Ce fut si menu qu'elle faillit le manquer. Ce fut un adoucissement au coin de la bouche, non un sourire, mais l'endroit où un sourire commencerait s'il était permis. Il est à l'hôtel de Rochefort, rue de l'Université. Je vous l'enverrai demain. Non, je voudrais le voir là où il habite. Elle n'avait point su qu'elle allait le dire jusqu'à ce qu'elle le dît. Elle entendit sa propre voix avec une sorte d'étonnement lointain, comme si quelque autre Geneviève, une Geneviève qui avait attendu dans son propre arrière-boutique pendant 1 an, et 1 mois, et 5 jours, eût parlé. « Ma belle-mère, dit-elle, ne me permettra pas de venir chez vous seule.
Alors elle sera invitée également. Ainsi le seront vos demi-sœurs. Ainsi le sera n'importe quel nombre de chaperons que vous requérez. L'adresse est le numéro 14 de la rue de l'Université. L'invitation sera chez vous avant midi demain. Vous pouvez l'accepter, ou non, à votre choix. Je ne serai point offensé par l'une ou l'autre. Et si j'accepte, alors je vous montrerai un e-folio des Goncourt et une bibliothèque qui passe, m'a-t-on dit, pour la seconde meilleure de Paris. Et nous verrons ce qui suivra, mademoiselle, d'un commencement qui a été, pour moi du moins, longtemps en gestation. Il offrit son bras, elle le prit. Ils retournèrent à travers l'allée de gravier, et sa jambe droite était inégale sur les pierres. Et il accorda son pas, et le camélia se dressait blanc contre le mur de briques derrière eux, témoin d'une chose dont, à Paris, en 1889, dans le salon de la comtesse de Polignac, on parlerait pour le reste de la saison. Lorsqu'ils rentrèrent au salon, Solange était devenue très pâle et ne parlait à personne. Le vicomte se trouvait à l'autre bout de la pièce, entouré de 3 jeunes hommes de la marquise de Vaudreuil, et la conversation dans ce coin se tenait dans le murmure bas et rapide d'hommes qui construisaient un récit qu'ils entendaient faire circuler. Hortense se leva, tout sourire gracieux, et pressa le coude de Geneviève d'une force à meurtrir. « Ma chère, vous êtes pâle. Nous devons rentrer. Comme il vous plaira, madame. » Dans la voiture, sur le trajet sombre du retour par-delà le fleuve, Hortense ne parla point pendant la première moitié du parcours. Puis elle parla. « Que vous a-t-il dit ?»« Il m'a parlé de livres, madame. »« De livres. Des Goncourt. Et il a demandé si nous pourrions lui rendre visite jeudi prochain pour voir un e-folio qu'il a récemment acquis. L'invitation est pour la famille entière. Je lui ai dit que je vous consulterai. » Le soulagement d'Hortense dans l'obscurité de la voiture fut presque audible. « Bien sûr, nous accepterons. Bien sûr. Il a eu la bonté de vous remarquer, et nous aurons la bonté de le remarquer. Solange, vous porterez le gris tourterelle. La lumière de l'hôtel de Rochefort est septentrionale. Elle convient au gris tourterelle. » Oui, maman, la voix de Solange était petite et serrée. En face d'elle, dans l'obscurité, Geneviève regardait les mains gantées de sa demi-sœur tordre un seul point de son châle. Tordre et tordre et tordre, jusqu'à ce que la soie fût aussi ridée que la peau d'une femme bien plus âgée. On avait dit à Solange, toute sa vie, qu'elle était l'orgueil de la famille. Elle découvrait ce soir, à la lumière d'une seule applique dans une voiture en mouvement, qu'on lui avait dit une chose qui n'était pas tout à fait vraie. L'invitation arriva à 11h le lendemain matin, sur papier crème avec le cachet de Rochefort, et la main d'Hortense trembla lorsqu'elle la lut. Ceci exige une digression sur la question des cachets, car le cachet importait, et l'auditeur doit comprendre pourquoi la main d'Hortense trembla. Dans la France de la Belle Époque, les vieilles familles ne s'étaient pas tout à fait livrées à la bourgeoisie, quand bien même la bourgeoisie, depuis la chute du Second Empire, eut remporté chaque bataille qui comptait. Les vieilles familles gardaient encore leurs cachets, et s'en servaient, et les cachets portaient un poids qu'aucun billet de banque ne pouvait tout à fait égaler. Il y avait peut-être 8 familles en France, dont le cachet, pressé dans la cire sur une feuille pliée de papier crème, faisait livrer la lettre par un valet parisien au pas de course plutôt qu'au pas de marche. Le Rochefort en était un. Hortense avait épousé le nom de Saint-Méran, sachant qu'il se classait, dans l'almanach de Gotha, quelque part dans le respectable milieu. Elle avait épousé le père de Geneviève, veuf avec un revenu tranquille et une fille tranquille et nul héritier mâle survivant, pour ce classement médian, et elle avait passé 12 ans à tâcher de monter plus haut sur lui. Le cachet de Rochefort sur son plateau du matin était, dans la petite cosmologie privée autour de laquelle Hortense avait bâti sa vie, un événement de la magnitude approximative d'un ange arrivant dans la salle à manger. Elle lut l'invitation 3 fois, puis elle regarda Geneviève en travers de la table. « Elle vous est adressée. »« Oui, madame. »« À vous et à moi et à Solange et Élodie comme vos chaperons. »« Oui, madame. Vous ne m'avez pas dit hier soir que le duc de Rochefort nous avait invités à son hôtel. »« Je ne savais point hier soir, madame, s'il le ferait.
Je l'ai appris ce matin, avec vous. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Les yeux d'Hortense se rétrécirent. Solange, qui était descendue tard et pâle, prit l'invitation, la lut et fit un petit bruit semblable à une bouilloire. « Pour jeudi prochain, pour voir la bibliothèque », la voix de Solange était mince. « Il nous a invités à voir la bibliothèque ?»« Il a invité Geneviève à voir la bibliothèque », corrigea Hortense, d'une voix qui avait retrouvé une part de son autorité accoutumée. « Nous sommes en supplément. »« Il a dansé avec elle ?»« Il n'a pas dansé avec elle. Il l'a menée au Camélia. Ce sont deux choses différentes. Il est allé au Camélia avec elle. Il ne m'a pas regardé une seule fois. » « Solange. » Hortense posa sa tasse. « Vous irez jeudi. Vous serez charmante. Vous porterez le gris tourterelle. Le duc de Rochefort est un homme de 40 affaires, et une courtoisie passagère à une demi-sœur dans un salon n'est point un engagement. Il vous verra dans sa propre maison, sous une lumière convenable, et il se rappellera qui dans cette famille est d'intérêt matrimonial. » Geneviève ne dit rien. Elle se versa son café et regarda monter la vapeur, et songea, avec une clarté qu'elle n'avait point ressentie depuis des années, à toutes les petites économies de comportement que 12 ans dans cette maison lui avaient enseignées. Et à combien utiles ces économies allaient être dans les semaines à venir. Ce même matin, rue Saint-Honoré, dans un cabinet particulier du café de la Régence, le vicomte de Brézé prenait le petit déjeuner avec sa mère. La vicomtesse de Brézé avait 48 ans, belle de la manière laquée des femmes qui avaient été des beautés, et était déterminée à n'admettre point le passé. Et elle était, de réputation, la femme la plus dangereuse du faubourg. La fortune de Brézé s'effondrait depuis 15 ans sous le poids des placements de son mari, dans une entreprise d'argent mexicain qui n'avait point survécu à la chute de Maximilien. La survie de la famille dans le monde dépendait de ce qu'Étienne épousa de l'argent, et vite, et le mariage avec Solange de Saint-Méran avait été machiné par la vicomtesse elle-même au cours de 8 mois de déjeuner cultivés avec Hortense. Il a pris parti pour elle, disait Étienne. Il avait un café devant lui qu'il ne buvait point. La pièce tout entière l'a vu. La pièce tout entière a vu aussi que j'avais été remis à ma place par un homme 2 fois. Mon rang pour le compte d'une fille qui boite. D'ici demain, il y aura un paragraphe aux Gaulois. D'ici dimanche, il y en aura 3. Tais-toi, Étienne, laisse-moi penser. La vicomtesse pensait. Elle pensait avec la patience concentrée d'un joueur d'échecs qui venait de perdre une pièce et qui déterminait si la pièce avait valu la position. Elle posa son gant sur le marbre de la table. « Que lui est-il ? Quelque chose ? Rien. Il n'avait jamais été présenté. Il a prétendu une connaissance par son libraire. Son libraire valait sur le quai Voltaire. » La vicomtesse considéra cela un long moment. « Étienne, écoute-moi attentivement. Le duc de Rochefort ne s'arrange pas pour être dans une pièce pour le compte d'une connaissance de libraire. Il l'a remarqué. Qu'il entende l'épouser ou simplement s'en amuser est, pour le moment, sans importance. Ce qui importe, c'est qu'il détient le papier de ton père par la maison de la rue Laffitte. Il ne le détient pas. Il le détient. J'ai fait mes enquêtes ce matin. Le comptoir d'escompte de la rue Laffitte est à lui, par un intermédiaire genevois, et les billets à ordre de ton père s'y trouvent. Il pourrait les rappeler cet après-midi s'il le voulait. Mon Dieu. Oui. Donc, tu épouseras Solange de Saint-Méran avant la fin de juin, avant qu'il n'ait le temps de s'immiscer dans le contrat. Le contrat doit être signé et les bans publiés avant que l'intérêt du duc pour sa demi-sœur ne devienne un attachement public. Une fois que tu seras son beau-frère, il ne rappellera point, pour l'honneur du nom de la famille de sa future épouse, ton papier. Il sera obligé de te soutenir. C'est le jeu. Tu y joueras. Et si Solange me refuse ? La vicomtesse sourit. Ce n'était point un sourire aimable. Solange ne te refusera pas. Solange est amoureuse de toi, ce qui est la condition la plus utile dans laquelle une jeune femme puisse se trouver, pour les hommes dans son voisinage. Hortense ne lui permettra pas de te refuser. Et si le duc s'avère être un problème sérieux plutôt qu'un inconvénient passager ?
Elle s'arrêta, leva son gant, le tira entre ses doigts. Nous traiterons, mon cher, ce problème dans le lieu approprié. Il y a des histoires que l'on peut raconter sur une jeune fille, même sur une jeune fille qui boite. Surtout sur une jeune fille qui boite. La pitié est une émotion faible, elle se fatigue. Une fois qu'elle se fatigue, le mépris prend sa place. Nous l'aiderons à se fatiguer. Elle se leva. Elle remit son gant. Elle quitta le café. Étienne demeura quelques minutes seul avec le café qui refroidissait, et il comprit, comme les petits hommes, en présence de femmes plus grandes, le comprennent parfois, qu'il n'avait pas compris, jusqu'à ce matin, dans quel genre de famille il était né. La visite à l'hôtel de Rochefort fut, à sa surface, une visite mondaine parfaitement correcte. On servit le thé. Le duc fut attentif aux 4 femmes dans les proportions précises que la courtoisie exigeait. Hortense parla le plus. Solange s'habilla le plus. Élodie regarda autour d'elle le plus, avec de grands yeux. Et Geneviève, après le premier quart d'heure, fut invitée par le duc à voir l'infolio dans la bibliothèque, avec Élodie pour chaperon. Hortense, jetant un regard à la porte fermée de la bibliothèque, avait raisonné que de ces 2 filles la plus jeune, avait moins de chances de se laisser charmer en indiscrétion, ce qui était vrai, et moins de chances de servir à ses propres ambitions, ce qui était vrai également. Élodie, une fois dans la bibliothèque, s'assit dans une banquette de fenêtre avec un volume de Hugo, et procéda, au bout de 20 minutes, à s'endormir, ce qui fut la chose la plus aimable qu'elle eût faite pour sa demi-sœur depuis plusieurs années. Le duc ouvrit l'infolio. C'étaient les Goncourt, tous, reliés en cuir vert sombre, avec le titre en petites lettres dorées sur le dos. Il le posa sur la longue table près de la fenêtre, et Geneviève, qui n'était point en fait venue pour voir l'infolio, le regarda néanmoins, parce que l'infolio était une chose réelle et que le fait de le regarder leur donnait à tous deux quelque chose à faire de leurs mains. « Il est fort beau. »« Il l'est. Je ne l'ai point ouvert depuis le soir où je l'achetais. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je ne l'achetais point pour le lire. » Elle le regarda. Il ne détourna point les yeux. « Mademoiselle de Saint-Méran, avant que nous n'allions plus avant, je voudrais dire plusieurs choses. »« Oui, monsieur. » La première est que j'ai 31 ans, que je fus marié à 23 ans à une femme que je respectais et que je n'aimais point, qu'elle mourut à 25 d'une fièvre que je ne pus payer assez de médecins pour guérir, et que je n'ai, dans les 6 années écoulées depuis, formé aucun attachement avec quelque autre femme que ce fut. La seconde est que je n'entends, à aucun moment de cette connaissance, être moins qu'honnête avec vous, et que si vous me posez une question, j'y répondrai, et que si je ne désire point y répondre, je vous le dirai plutôt que de mentir. La troisième est que j'ai conscience, comme vous, que votre belle-mère considère cette visite comme une manœuvre pour le compte de votre demi-sœur, et que sa supposition causera certains inconvénients dans les semaines à venir, qu'il sera mon devoir, et le vôtre si vous le permettez, de gérer. Et la quatrième, il s'arrêta. Il regarda l'infolio. La quatrième est que la vicomtesse de Brézé a rencontré son fils pour le petit déjeuner hier au café de la Régence, et que j'ai, par certains canaux, la substance de ce qu'elle lui conseilla. Elle lui a conseillé d'épouser votre demi-sœur dans les 6 semaines, sur le calcul que je ne rappellerai point le papier de son mari, une fois que je serai beau-frère de la mariée. Le calcul est correct dans la mesure où il va. Il ne tient cependant pas compte de la possibilité que la mariée elle-même puisse avoir des secondes pensées. Elle en aura. Geneviève posa la main sur le bord de la table. Le bois était frais. Elle était ferme. Vous lui ferez avoir des secondes pensées. Je ne ferai rien. Je n'en aurai pas besoin. Le vicomte, ayant été embarrassé au salon Polignac, ne retournera pas chez vous cette semaine. Sa mère lui dira de retourner la semaine prochaine, avec des fleurs et des excuses. Il le fera. Il sera reçu, sur l'instruction de sa mère, par votre belle-mère. Il proposera d'avancer le mariage au 1er juin. On dira à Solange que c'est un grand mariage d'amour. Solange écrira à sa cousine à Vichy, laquelle était en pension avec la jeune sœur de ma défunte femme, laquelle lui mentionnera « Sans mon intervention, mademoiselle, je vous prie de me croire, que la fortune Brézé n'existe point,
et que le vicomte a été vu dans certaines maisons qu'il ne devrait point fréquenter. La cousine à Vichy est une commère invétérée et n'est point à mes gages. Elle n'a pas besoin de lettres. Une fois que Solange aura la lettre, le mariage ne se fera pas. La mère tentera alors une dernière mesure, à laquelle je suis préparé. Quelle mesure? Elle tentera de fabriquer une histoire sur vous, sur votre réputation, sur ce qu'une jeune fille non mariée de 22 ans qui boite pouvait peut-être faire dans le jardin de la comtesse de Polignac, seule avec un duc l'espace de 17 minutes. L'histoire ne vous ruinera pas, dans le cours ordinaire des bavardages parisiens, parce que les ducs sont pardonnés et les femmes ne le sont point, et parce que la comtesse de Polignac, sollicitée, confirmera que vous fûtes chaperonné à tout instant par elle-même depuis une fenêtre du salon, ce qui est en fait vrai, parce que je lui demandais de nous surveiller. Mais l'histoire sera désagréable. Elle parviendra à votre belle-mère avant qu'elle ne vous parvienne. Je vous le dis à présent afin que, lorsqu'elle lui parviendra, vous ne soyez point surprise, et afin que la surprise, qui sera considérable, n'appartienne qu'à elle seule. Geneviève fut très silencieuse un long moment. Vous avez préparé tout cela. J'ai préparé ce que je pouvais préparer. La vicomtesse est, à sa manière, une adversaire sérieuse. Je ne la prends point à la légère. Je n'entends cependant pas l'engager là où elle est forte. J'entends l'engager là où je suis plus fort. Ce qui est dans la question du papier de son fils, et là où vous êtes plus forte, ce qui est dans la question du cœur de votre demi-sœur. Nous gérerons, entre nous, oui, j'exige, je devrais dire, je demande, que vous n'écriviez point à la comtesse de Polignac pour démentir quoi que ce soit, que vous ne paraissiez dans aucun salon les 10 prochains jours, et que vous lisiez, lorsqu'elle arrivera, la lettre de votre cousine à Vichy à voix haute à votre demi-sœur, en présence de votre belle-mère. Voilà les 3 choses que je vous demande. Le reste, je le gérerai. Elle étudia son visage. La lumière de l'après-midi à travers la longue fenêtre s'était déplacée sur la table. Le cuir des Goncourt en était chaud. Vous m'avez demandé 3 choses. Je vous les ai demandées. Il y en a une 4e que je voudrais ajouter pour mon compte. Nommez-la. Je voudrais savoir ce que vous feriez, monsieur le duc, si je vous disais que je ne sais, en ce moment, ce que je ressens pour vous. Je sais que je vous suis reconnaissante. Je sais que vous m'avez déjà donné plus d'honnêteté qu'aucun homme n'en a croisé sur mon chemin. Je sais que je trouve votre compagnie, dans cette pièce, plus aisée que je ne trouve la mienne dans ma propre maison. Mais j'ai 22 ans, et l'on s'est moqué de moi pendant la moitié de ces années. Et je ne sais pas si ce que je ressens pour vous est ce qu'une femme est supposée ressentir pour l'homme qu'elle épousera, ou si c'est le soulagement d'une prisonnière à qui un étranger a tendu une clé. Dites-moi ce que vous feriez, monsieur, si je vous disais cela. Il ne regarda point les Goncourt, il la regarda. Si vous me disiez cela, mademoiselle, je répondrais que vous venez de me faire le plus grand honneur de ma vie, parce que vous avez refusé de me mentir sur l'état de votre propre cœur, afin de garder mon bras. Je répondrais que je ne vous ai point demandé votre cœur, et ne le demanderai pas avant quelque temps, parce que le cœur d'une femme dont on s'est servi comme on s'est servi de vous, ne se donne point un jeudi après-midi dans une bibliothèque à un homme qu'elle connaît depuis 3 semaines. Je répondrai que je n'exige rien de vous en cette matière, à aucune échéance quelle qu'elle soit. Je répondrai que vous saurez lorsque vous saurez, et que jusqu'à ce que vous sachiez, ma conduite envers vous sera précisément ce qu'elle a été, c'est-à-dire attentive, transparente et à votre service. Je répondrai, enfin, que la différence entre la gratitude et l'autre chose est une distinction que le cœur fait pour lui-même, avec le temps, et que je voudrais beaucoup vous donner ce temps, parce qu'on ne vous a pas donné assez de quoi que ce soit qui fût à vous, y compris le temps. Elle baissa les yeux. Elle ne pleura point. La leçon de 12 ans tint, mais cela lui coûta quelque chose. Monsieur le duc. Oui. Je vous remercie. De quoi, mademoiselle? De connaître la différence. La plupart des hommes ne la connaissent point. La plupart des hommes, mademoiselle, n'ont point attendu depuis le 17 mars de l'an passé. Cela concentre l'attention.
Elle revint chaque jeudi après cela, et 2 fois dans la seconde semaine, et la prédiction du duc, comme l'auditeur l'aura déjà anticipé, se réalisa avec la propreté affreuse des plans dressés par un homme avec assez d'informations et assez de patience. Le vicomte revint à la maison de Saint-Méran le mardi, avec des roses blanches et des excuses, et une proposition d'avancer le mariage au 1er juin. Hortense le reçut dans le petit salon et accepta au nom de Solange dans l'heure. Solange descendit pour saluer son fiancé, et l'on lui donna à entendre dans un bref moment privé que sa cousine à Vichy avait récemment écrit. La lettre de Vichy arriva le vendredi suivant. Geneviève préparait la lut à voix haute au petit déjeuner en présence d'Hortense et de Solange, comme on le lui avait demandé. La lettre mentionnait, sur le ton de l'indifférence lâche d'une femme qui ne savait point combien dangereuse était sa propre plume, que tout le monde à Vichy disait combien la vicomtesse de Brézé avait été habile de précipiter le mariage avant que les créanciers Brézé ne ferment la pince, et combien Hortense avait été aimable d'accepter un tel homme pour sa chère Solange, alors qu'il y avait vraiment si peu d'options pour une fille sans nom dans l'almanach, et avec une mère qui était entrée dans le sien par mariage. Elle ajoutait, et c'était la ligne qui produisit l'effet, la ligne que le duc n'avait peut-être pas prévue, mais sur la production de laquelle par la cousine à Vichy, il avait certainement compté, qu'Étienne de Brézé avait été aperçu, un soir de mars, sortant des appartements d'une actrice célèbre rue de Provence, et que l'on en avait discuté au casino la semaine dernière avec force éclat de rire. Solange ne finit point son café. Elle ne finit point son petit déjeuner. Elle se leva et monta dans sa chambre, et ne fut point revue de tout le jour. Elle fut revue le lendemain matin, vêtue de noir, le teint très haut et le menton très ferme, et elle entra dans le petit salon de sa mère et dit, sans préambule, « Je ne l'épouserai pas. Solange, vous êtes accablée. Je ne l'épouserai pas. Je n'épouserai pas un homme dont la mère a arrangé mon mariage pour le sauver de ses créanciers. Je n'épouserai pas un homme qui a une maîtresse rue de Provence. Je n'épouserai pas un homme qui, au salon Polignac il y a 3 semaines, a demandé à ma sœur de danser parce qu'il savait qu'elle ne pouvait pas, en présence de 50 personnes, pour votre divertissement et le mien. Je ne suis pas, maman, aussi sotte que vous, et lui avez décidé entre vous que je l'étais. Je ne l'épouserai pas. Vous pouvez le lui dire. Vous pouvez le dire à sa mère. Vous pouvez le dire à la comtesse de Polignac. Vous pouvez le dire à qui vous voudrez. Je ne l'épouserai pas, Solange. Et le mariage avec Étienne ne se fera pas parce que je ne le veux pas. Et le mariage avec quiconque d'autre ne se fera pas cette saison, parce que nul ne voudra plus de moi après cela. Et voilà, maman, ce que j'ai décidé. Je ne souhaite pas en discuter davantage. Geneviève. Solange se tourna. Sa voix se brisa. Geneviève, j'ai été horrible avec toi. J'ai conscience d'avoir été horrible avec toi. Je ne te demande rien parce que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je te dis seulement que je suis désolé, et que ce qui fut fait au Polignac fut fait en partie à cause de moi, et que je vais, si tu le permets, tâcher de faire quelque sorte d'amende honorable dans le temps qui me sera donné pour le faire. Voilà tout. Elle sortit. Le petit salon était fort silencieux. Hortense regardait la porte par laquelle sa fille était sortie. Geneviève regardait sa belle-mère. « Madame, Geneviève, vous écrirez à la vicomtesse de Brézé aujourd'hui. Vous lui direz que l'engagement est conclu. Vous ne direz pas pourquoi. Le pourquoi est à présent en la possession de Solange, et Solange en disposera à son choix. Geneviève, vous ne comprenez pas. La vicomtesse va... Je comprends, madame, parfaitement. La vicomtesse va, dans les 10 prochains jours, tenter de fabriquer une histoire sur moi, pour punir ce qu'elle considérera comme la part de Solange dans la rupture de l'engagement de son fils. L'histoire sera que le duc de Rochefort et moi fûmes seuls dans le jardin Polignac pendant 17 minutes d'une manière suggestive d'inconvenance. La comtesse de Polignac, sollicitée, démentira l'histoire au motif qu'elle nous surveillait tout du long depuis une fenêtre du salon. L'histoire ne survivra pas au démenti. Elle vous embarrassera
cependant, parce que la vicomtesse la racontera d'abord à vous, dans l'espoir que vous la répéterez avant de savoir qu'elle a été démentie. Ne la répétez pas, madame. C'est mon conseil. Hortense était fort immobile. Vous savez tout cela. Je le sais, de lui. De lui. Geneviève, il entend vous épouser. Je ne sais ce qu'il entend, madame. Je sais qu'il entend être honnête avec moi, et qu'il entend me permettre d'être honnête avec lui, et que sur la base de ces deux intentions, j'ai consenti à continuer de recevoir ses attentions. Le reste sera comme il sera. Mais je vous dirai une chose, madame, parce que nous sommes enfin dans un moment où la chose dite ne sera pas gaspillée. S'il demande, j'accepterai. Je vous le dis pour que vous puissiez vous y préparer, non pour que vous puissiez m'instruire. Hortense regarda sa belle-fille un long moment. Je vois, je l'espère. Et la vicomtesse? Laissez la vicomtesse à lui. Ce même après-midi, dans un cabinet à l'étage du café anglais sur le boulevard des Italiens, le duc de Rochefort rencontrait la vicomtesse de Brézé. Il avait sollicité l'entrevue par billet ce matin-là. Elle avait accepté parce que la sollicitation d'une entrevue privée d'un homme qui détenait le papier de son fils ne se déclinait pas. Elle était, comme à son habitude, parfaitement mise, soie noire, jais à la gorge, un petit chapeau avec une unique plume. Elle prit le siège en face de lui et plia ses gants sur ses genoux et attendit. Le duc ne perdit pas son temps. « Madame la vicomtesse, je serai bref. Mon intention est d'épouser mademoiselle de Saint-Méran. Les fiançailles de sa demi-sœur avec votre fils sont, comme vous le savez ce matin, rompues. Le papier de votre fils, comme vous le savez aussi, est dans la maison de la rue Laffitte. J'ai, entre ce matin et midi, 3 options ouvertes devant moi. Je peux rappeler cet après-midi le papier de votre fils, ce qui entraînerait la saisie des terres de Brézé à Marly dans la semaine et la banqueroute publique de votre mari dans le mois. Je peux refuser de rappeler le papier de votre fils, à certaines conditions, dont la principale est qu'aucune histoire quelle qu'elle soit, concernant mademoiselle de Saint-Méran, concernant sa demi-sœur, concernant sa belle-mère, concernant les événements du salon Polignac, concernant quelque matière touchant à son nom ou au nom de sa famille, n'émane de votre fils, de votre mari, de vos filles, de votre femme de chambre, de votre coiffeur ou de vous-même, à partir de cet après-midi, où je peux refuser de rappeler le papier de votre fils sans condition, auquel cas je m'attendrai à ce qu'une histoire commence dans les 8 prochains jours. Et je traiterai l'histoire en rappelant le papier de votre fils au moment où l'histoire paraîtra, ce qui résulterait en un lien public entre l'histoire et la banqueroute, qui nuirait à votre famille davantage que la banqueroute seule. Je préfère la seconde option. Je vous l'offre par respect pour le père de votre mari, qui fut un ami à moi. J'exige votre réponse dans l'heure. » La vicomtesse était très pâle. Elle n'avait point, songea le duc avec la petite part dispassionnée de lui-même, qui observait de telles choses, attendu qu'il vint directement au point. « Vous nous ruineriez. Je ne le ferai pas. Vous le feriez. Je vous offre, madame, de ne pas vous ruiner. C'est une transaction différente. Et si je refuse vos conditions? Alors nous passons à la 3e option, qui est la pire pour nous tous, mais la pire, et de loin, pour vous. Madame, je ne souhaite pas ruiner votre mari. Je n'ai point de querelle avec lui. J'ai une querelle avec votre fils, qui se trouve à présent adéquatement traité par la rupture de ses fiançailles. Et j'ai une querelle avec vous, que je suis prêt, pour la prochaine heure, à régler aux conditions que j'ai nommées. Je ne serai pas, au-delà de l'heure, prêt à la régler à des conditions quelles qu'elles soient. » Elle se tut un long moment. Ses gants se tordirent, très légèrement sur ses genoux. Le duc avait déjà vu ce geste, chez d'autres femmes, dans d'autres pièces. C'était le geste d'un joueur qui avait calculé, et recalculé, et était parvenu 2 fois à la même réponse. « Vous avez ma parole. J'ai votre parole de vicomtesse de Brézé. Vous avez ma parole de vicomtesse de Brézé. Madame, je vous remercie. Je ne rappellerai point le papier. Les conditions sont en vigueur à partir de cette heure. Je m'attendrai en temps voulu à transmettre votre connaissance renouée
à Madame de Saint-Méran à l'occasion du mariage de sa belle-fille, si vous le souhaitez, ou non si vous ne le souhaitez pas. Le choix est vôtre. Bon après-midi. » Elle se leva. Elle remit ses gants de main qui étaient presque fermes. À la porte, elle s'arrêta. « Monsieur le duc. »« Madame. »« Quel âge aviez-vous lorsque vous apprîtes à faire cela ?» Il considéra la question. Il jugea qu'elle méritait une vraie réponse. « 22 ans, madame. Quand mon père mourut. On apprend vite lorsqu'il n'y a personne au-dessus de soi pour apprendre à votre place. »« Oui. »« Je suppose qu'on le fait. » Elle inclina la tête. « Mademoiselle de Saint-Méran est une jeune femme fortunée. »« Madame, elle est l'inverse. Elle est une jeune femme à qui la bonne fortune, après un long retard, revient. La fortune était toujours la sienne. Je veille simplement à ce qu'elle soit délivrée. » La vicomtesse partit. Le duc demeura quelques minutes seul avec un verre d'eau qu'il ne but pas, et il comprit, comme les hommes en présence de femmes qu'ils viennent de vaincre le comprennent parfois, que la défaite avait été plus proche d'une chose qu'il ne s'était permis de le montrer, et qu'il avait eu beaucoup de chance, et qu'il n'avait été, de sa vie, moins enclin qu'en ce moment à tenir la chance pour acquise. La question de l'héritage vint à son terme dans la 2e semaine de mai, et elle ne vint pas à son terme dans la bibliothèque de l'hôtel de Rochefort, mais dans le petit salon de la maison de la rue de Bellechasse, parce que Geneviève avait décidé que certaines conversations, dues à certaines femmes, devaient se tenir là où les torts avaient été faits. Les avoués du duc avaient produit une page d'écriture serrée. Elle l'avait lue 2 fois. Elle avait alors demandé au duc, le 2e jeudi de mai, si elle pouvait elle-même conduire la conversation, avec lui présent comme témoin, mais non comme principal. Il avait dit, bien sûr. Elle avait dit, ma demi-sœur aussi, si vous le permettez. Il avait dit, bien sûr. Ainsi, le samedi matin, dans le petit salon aux murs de soie jaune qui avait été le choix de sa mère, et le don de son père, et le territoire d'Hortense pendant 12 ans, Geneviève s'assit au secrétaire de son père, et le duc se tint près de la fenêtre dans une immobilité absolue. Et Solange s'assit sur le petit canapé les mains jointes. Et Hortense fut introduite par le maître d'hôtel à 10 heures précises, et la pièce était fort silencieuse. « Madame, dit Geneviève, veuillez vous asseoir. » Hortense s'assit. « Voici la page. C'est un résumé établi par les avoués de monsieur le duc de l'administration du legs de mon père à moi, depuis la date de sa mort jusqu'au mois courant. La somme qu'il m'a constituée à sa mort était un revenu de 22 000 francs par an, garanti sur les terres de Touraine, payable à moi par la tutelle que vous avez administrée sur son instruction. La somme que j'ai reçue de vous, dans ces 18 années, a été en moyenne d'à peine moins de 4 000 francs par an. Le manque à gagner, avec intérêt au taux qu'auraient gagné les fonds au crédit foncier, est de 241 000 francs et quelques centimes. Les avoués ont les livres. Je les ai lus. Le chiffre est correct. Hortense était devenue de la couleur du papier. Geneviève, madame, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Le manque à gagner a été dépensé. Il a été dépensé principalement sur l'éducation et les toilettes de mes sœurs, sur l'entretien de cette maison et sur certains placements faits en votre propre nom, qui n'ont point prospéré. Si je vous poursuis en justice, vous irez en prison. Si je vous poursuis, mes sœurs seront ruinées. Si je vous poursuis, le nom de mon père sera dans le Gaulois un mardi matin, et dans chaque salon de Paris d'ici le mardi après-midi. J'ai décidé que je ne vous poursuivrai point, à certaines conditions. » Elle laissa le silence s'ouvrir. Les mains d'Hortense, sur ses genoux, se tenaient l'une l'autre si étroitement que les jointures étaient blanches. « Solange, je veux que vous entendiez les conditions, parce que les conditions affectent votre avenir aussi. »« Oui, dit Solange. » Sa voix était petite mais posée. « Madame, vous signerez cette semaine un acte préparé par les avoués de monsieur le duc. L'acte annule la dette. En contrepartie, vous renoncez à toute prétention sur ma personne, mon revenu, ma maison et mes fréquentations. Vous acceptez de moi une rente viagère de 6 000 francs par an,
payé par trimestre, dans une ville de votre choix, n'importe où en France, qui n'est ni Paris, ni à moins de 40 kilomètres de Paris. Vous ne retournerez pas à Paris de mon vivant. Vous ne contracterez aucune dette en mon nom ou au nom d'un futur mari. Vous pourrez m'écrire le 1er janvier de chaque année, et je vous répondrai, et ce sera la forme de notre connaissance à partir de ce point. Mes sœurs restent à ma charge. Solange, si elle le souhaite, peut vivre avec moi jusqu'à son mariage. Élodie, si elle le souhaite, peut fréquenter le nouveau lycée de jeunes filles sous mon patronage. Ou elles peuvent partir avec vous, avec des pensions séparées, à leur choix. Le choix est à elles. Hortense ne parla point un long moment. Lorsqu'elle parla, sa voix était rauque, mais ce n'était point la rauque des larmes. C'était la rauque d'une femme à qui l'on n'avait pas permis depuis 20 ans de dire une chose vraie à voix haute. Vous êtes plus généreuse que je ne l'ai été. Oui. Pourquoi? Geneviève regarda sa belle-mère pour la première fois directement. La lumière du matin à travers la soie jaune tombait sur le visage d'Hortense, et Geneviève vit, peut-être pour la première fois, que la femme en face d'elle avait été un jour jeune, et avait été un jour effrayée, et avait passé 12 ans dans une maison qui n'avait pas été la sienne. Parce que je ne souhaite pas être la sorte de femme dont le premier acte en possession du pouvoir est de faire à une autre femme ce qu'elle m'avait fait. Parce que mon père était plus bon que vous ne l'avez été, et je voudrais, dans sa maison, être plus bonne encore. Parce que Solange est ma sœur et Élodie est ma sœur, et elles ne vous ont, entre elles, pas choisi davantage que moi. Parce que je vais me marier, madame, et je préférerais entrer dans ce mariage depuis une maison en paix, plutôt que depuis une maison en guerre. Voilà mes raisons, elles me suffisent. Je n'exige pas qu'elles vous suffisent. Hortense baissa la tête. Je signerai. Je vous remercie, madame. Geneviève. Oui. Je ne vous ai point, en 18 années, dit que j'aimais votre père. Non, madame. Je l'aimais, à ma manière. Je n'étais pas la femme à le rendre heureux, mais je l'étais, et il me rendait, à sa manière, heureuse aussi, pour les 8 ans que nous eûmes. Je n'ai pas été une bonne belle-mère pour vous. Je savais, alors même que je manquais à l'être, C'est une chose que je n'ai pu, dans la nuit, me pardonner, quoique j'ai, dans la journée, trouvé d'innombrables façons de nier que le pardon fût désiré. Je vous le dis non parce que j'attends quoi que ce soit en retour. Je vous le dis parce que vous avez été généreuse, et que le prix de la générosité est parfois que la personne qui la reçoit soit enfin capable d'admettre la chose qu'elle ne pouvait admettre tant qu'elle était mesquine. Pardonnez-moi si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, la rente est encore très bonne. Geneviève se leva. Elle marcha, de son pas inégal, autour du secrétaire. Elle s'arrêta devant sa belle-mère. Elle ne s'agenouilla point. Elle se tint à sa hauteur, à ses yeux, dans le petit salon aux murs de soie jaune, et elle fit une chose qu'elle n'avait point faite depuis 18 ans. Elle prit la main d'Hortense. « Madame, je vous pardonne. Non parce que vous l'avez mérité, parce que je préfère marcher en avance sans entrave, que marcher en arrière chargé. Allez à Pau si vous voulez. La lumière y est excellente. On me dit que les hivers y sont doux. » Le duc, près de la fenêtre, n'avait point bougé. Il ne bougea point à présent. Mais Geneviève, jetant un regard vers lui en lâchant la main d'Hortense, vit sur son visage une expression qu'elle n'y avait point vue auparavant. Ce n'était point la certitude froide et arrêtée d'un homme qui avait attendu d'être utile. C'était l'expression d'un homme qui avait été profondément surpris, et qui, dans le petit endroit privé derrière ses yeux, recalculait quelque chose de fondamental quant à la femme qu'il entendait épouser. Solange, sur le canapé, pleurait silencieusement. Elle ne cessa point de pleurer lorsqu'Hortense se leva et quitta la pièce. Elle ne cessa point lorsque le duc, enfin, traversa et se tint à côté de Geneviève. Elle ne cessa que lorsque Geneviève s'assit à côté d'elle et passa un bras, maladroitement, autour de ses épaules, et Solange, qui n'avait été étreinte par personne depuis bien des mois, tourna le visage dans l'épaule de sa demi-sœur et pleura avec le soulagement ouvert d'un enfant
qui avait tenu une porte fermée contre quelque chose pendant fort longtemps, et à qui l'on avait enfin dit qu'elle pouvait la laisser aller. Le vicomte de Brézé ne quitta point, en fait, Paris immédiatement. Et c'est ici que l'auditeur doit prêter attention, car l'histoire n'est pas encore finie. Il ne quitta point Paris parce que sa mère, ayant signé en esprit, sinon par écrit l'accord auquel elle était parvenue avec le duc de Rochefort, n'en avait point entièrement transmis les termes à son fils. La vicomtesse avait décidé, avec le détachement d'une femme qui avait calculé, et recalculé, que son fils était le genre d'actif qu'il valait mieux faire passer à l'étranger, avant qu'il ne pût être perdu sur la place locale. Elle avait commencé les démarches pour sa traversée jusqu'à Buenos Aires. Elle ne le lui avait point encore dit. Entre-temps, le soir du 15 mai, le vicomte se trouvait, et le mot fait beaucoup de travail, dans le foyer du théâtre du Vaudeville à l'entracte, en compagnie de 2 amis, lorsque le duc de Rochefort et mademoiselle de Saint-Méran descendirent l'escalier d'une loge. C'était leur première apparition publique en tant que couple reconnu. L'engagement avait été annoncé dans le Gaulois 3 jours plus tôt dans un petit paragraphe que le duc avait personnellement rédigé, lequel mentionnait le père de la mariée par ses titres, et la mariée par son nom, et le mariage par sa date, le 22 juin, et le lieu, la chapelle du château de Rochefort, et rien d'autre. Le paragraphe avait été lu, dès 10 heures ce matin-là, dans chaque maison du faubourg. À midi, les salons s'étaient assez remis pour être furieux. Le soir, ils s'étaient assez remis pour être curieux. Le vaudeville était plein de gens qui étaient revenus voir si le duc allait, en effet, paraître avec la Saint-Méran boiteuse à son bras. Et comment elle gérerait la descente de l'escalier du foyer, et s'il ralentirait pour elle. Il le fit, visiblement, sans hâte, avec la composition absolue d'un homme pour qui la question du pas n'était point une question. Le foyer regardait. Geneviève, qui avait passé toute la descente à compter les marches et à ne point lever les yeux, ne leva les yeux qu'au bas, lorsque le duc dit doucement « C'est fait, nous l'avons fait. Vous fûtes parfaite. » Et elle sentit, pour la première fois dans une pièce publique de sa vie, qu'elle avait traversé un parquet et que c'était le parquet qui avait cédé. Et ce fut à ce moment, les yeux enfin levés et le teint haut et la main encore sur le bras du duc, qu'elle vit le vicomte de Brézé, à 10 pas, qui la regardait avec la petite expression privée d'un homme qui établissait, avec les petits muscles privés de son visage, une liste. Il s'approcha, il avait bu. Le duc à côté d'elle ne se raidit point, ne bougea point, ne se prépara point d'aucune manière visible. Mais elle sentit, à travers le tissu de sa manche, la disponibilité attentive absolue de son bras, à la manière dont un animal au repos est néanmoins prêt. « Monsieur le duc, mademoiselle !» Le vicomte s'inclina. La révérence fut trop profonde, théâtrale, la révérence d'un homme qui voulait que le foyer la remarquât. « Permettez-moi de vous offrir mes félicitations. Tout Paris est étonné. Je vous remercie, monsieur. C'est un choix des plus originaux. » Le vicomte sourit. Son sourire était large et instable. On ne peut s'empêcher de l'admirer. Il n'y a pas eu de fiançailles aussi frappantes au faubourg depuis, depuis que je ne me souviens point quand. Mademoiselle, vous devez être fort heureuse. Geneviève sentit le bras du duc sous sa main. Elle sentit la stabilité de celui-ci. Elle sentit aussi, avec une clarté qui la surprit, que c'était un moment dans lequel elle ne voulait point que l'on parlât pour elle. Monsieur de Brézé, sa voix était basse mais portait. Le foyer, qui faisait semblant de ne pas écouter, cessa de faire semblant. Je suis fort heureuse. Je vous remercie de vos félicitations. Je voudrais, avant que vous ne preniez congé de nous, vous dire une chose que je n'ai point eu l'occasion de dire. La soirée chez la comtesse de Polignac, lorsque vous m'avez invité à danser, vous saviez que je ne le pouvais pas. Vous l'avez fait néanmoins. Vous l'avez fait parce que vous souhaitiez faire de moi, dans cette pièce, une chose dont on rirait, pour le divertissement de ma demi-sœur et de sa mère, et pour le vôtre. Je veux que vous sachiez que j'ai compris, depuis cette soirée, exactement ce que vous fîtes et pourquoi. Je veux que vous sachiez que ma demi-sœur l'a comprise aussi, et qu'elle ne vous le pardonnera point, dans cette vie,
et que les fiançailles entre vous furent rompues non par Monsieur le duc ni par votre mère mais par elle, lorsqu'elle comprit. Je veux que vous sachiez, enfin, que je ne, et c'est la partie, monsieur, à laquelle j'exige que vous prêtiez attention, je ne vous hais point, je ne vous déteste même plus. Vous n'êtes pas, monsieur, assez important pour moi pour que je vous déteste. Vous êtes un homme que j'ai connu un temps, qui a tenté un temps de m'humilier, et qui a échoué, parce que la pièce dans laquelle vous tentâtes de le faire contenait, par un hasard de fortune que vous n'auriez pu prévoir, un homme assez bon pour vous interrompre. Je vous souhaite, monsieur, la vie que vous vous êtes préparée. Je m'attends à ce qu'elle soit exactement la vie que vous méritez. Bonsoir. Elle inclina la tête, la petite inclination précise d'une duchesse à venir s'adressant à un homme au-dessous de son attention, et se tourna, et le duc, qui n'avait point parlé, la conduisit devant le vicomte et à travers le foyer, jusqu'à l'entrée des voitures à son pas, lequel était devenu, par quelque alchimie tranquille des 4 dernières semaines, simplement le pas auquel la pièce se déplaçait lorsqu'elle s'y trouvait. Dans la voiture, elle tremblait. Il prit sa main. Il ne la lâcha point. Alexandre, c'était la première fois qu'elle employait son prénom. Il l'entendit. Geneviève. Je n'avais point l'intention de parler. J'avais eu l'intention de vous laisser parler. Les mots sortirent sans que je le leur eusse demandé. C'étaient les bons mots. Je tremble. Je le sais. Vous les avez retenus en vos 18 années. Ils ne sont pas encore habitués à l'air. Elle rit. Ce fut un petit rire instable, et il devint, dans l'obscurité de la voiture, un rire qu'elle ne pouvait entièrement maîtriser, le rire d'une femme à qui l'on avait dit pour la première fois dans sa vie que les mots qu'elle avait retenus pendant 18 ans avaient trop mérité d'être retenus, parce que le fait de les dire, lorsqu'il vint, avait mérité d'être dit. Il leva sa main, il en baisa le dos. Il ne la lâcha point pour le reste du trajet. Ils furent mariés le 22 juin au château de Rochefort. Le mariage fut petit selon les normes des ducs. Le faubourg avait attendu une cérémonie à la Madeleine avec 800 invités, et fut déçu. Mais la chapelle était vieille et belle, et la Loire passait au-delà du pré-bas, avec la patience indolente d'une rivière, qui s'était trouvée là avant le château, et entendait s'y trouver après. Le matin du mariage, Geneviève s'assit dans la longue galerie d'apparat à l'étage du château, dans sa soie ivoire et le voile de sa mère, seule pour un quart d'heure à sa propre requête. Elle avait demandé au duc si elle pourrait avoir ce quart d'heure, et il avait dit, bien sûr. Elle n'avait point dit pourquoi elle le voulait. Il n'avait point demandé non plus. Elle le voulait parce qu'elle était, pour la première fois en 18 ans, sur le point d'entrer dans une pièce, et de voir la pièce la regarder marcher, et elle voulait le faire non avec la crainte qui avait été son compagnon dans chaque pièce de sa vie, mais avec la dignité qui avait été, depuis toujours, la chose plus vraie en dessous. Elle voulait un quart d'heure pour se rappeler la jeune fille de 9 ans qui avait été dans la voiture à Fontainebleau. Elle voulait un quart d'heure pour se rappeler la jeune fille de 14 ans à qui sa belle-mère avait dit qu'elle ne se marierait pas. Elle voulait un quart d'heure pour se rappeler la jeune fille de 17 ans qui s'était appris elle-même, dans la bibliothèque de la maison de la rue de Bellechasse, à lire des livres qui n'exigeaient point d'elle qu'elle fût belle pour qu'elle les suivît. Elle voulait un quart d'heure pour se rappeler la jeune fille de 21 ans qui était entrée chez Vallet le 17 mars de l'année précédente et avait dit, sans savoir qu'on l'écoutait depuis une arrière-boutique, que les Goncourt avaient au moins la décence d'être intéressants. Elle se les rappela, toutes, dans la longue galerie d'apparat à l'étage du château de Rochefort. Et lorsque le quart d'heure fut écoulé, elle se leva, sur son pas inégal, et descendit pour être mariée. La chapelle était pleine. Élodie était demoiselle d'honneur, les cheveux coiffés par la gouvernante de Rochefort, et la robe faite par la couturière de Rochefort. Et elle pleura tout au long du service. Solange était là, en gris tourterelle, le teint haut et le menton ferme. Elle s'était installée à l'hôtel de Rochefort dans la 2e semaine de juin, et y demeurerait jusqu'à, comme il arriva, son propre mariage, 2 ans plus tard, avec un jeune député de Marseille, qu'elle rencontrerait à la table du duc, et choisirait elle-même sans l'aide de quiconque. Hortense n'y était point. Hortense avait eu le choix, et l'avait décliné.
par une lettre de brièveté digne que Geneviève avait pliée et rangée dans un tiroir qu'elle, de temps à autre, dans les années à venir, ouvrirait et relirait, parce que la lettre était une chose vraie et que les choses vraies méritaient un tiroir. Valet le libraire était là, dans son meilleur habit noir, clignant des yeux fort rapidement à travers le service. La comtesse de Polignac était là, au troisième banc, et plus tard se vanterait, avec un degré d'exactitude auquel elle n'avait point droit, mais que nul ne contesterait jamais, que le grand mariage Rochefort de 1889 avait commencé dans son salon, dans son jardin, près de son camélia. Lorsque le moment vint, le duc se tourna pour faire face à sa mariée au degré du cœur, et Geneviève, levant les yeux vers lui, vit sur son visage l'expression qu'elle avait vue dans le petit salon, le jour où elle avait pardonné à sa belle-mère. L'expression d'un homme qui avait été profondément surpris par la femme qu'il entendait épouser, et qui, dans le petit endroit privé derrière ses yeux, commençait un recalcul qu'il s'attendait à voir se poursuivre pour le reste de sa vie. Il prit sa main, ils dirent les paroles. Au dehors, la Loire s'en allait, et le lilas était fini, et les roses commençaient à peine, et l'année était 1889, et la tour de fer se dressait au-dessus du Champ de Mars à Paris, 300 kilomètres plus loin, et le monde avait commencé, ce matin-là, à être un monde légèrement différent de ce qu'il avait été le matin d'avant. Après, dans la longue roseraie à l'arrière du château, le duc fit marcher sa femme le long de l'allée de gravier, sous la vieille haie d'if, et il l'arrêta, doucement, à l'endroit où l'allée tournait, et il dit « Geneviève, Alexandre, j'ai une chose à vous dire que je n'ai point dite dans la chapelle, parce que je souhaitais la dire dans notre propre air plutôt que dans l'air qu'un prêtre avait arrangé. Puis-je la dire? Vous pouvez me dire ce qu'il vous plaira, dans n'importe quel air que ce soit. Je vous aime. Je vous aime, je crois, depuis le 17 mars de l'année passée, lorsque vous dites la chose à propos des Goncourt. Je vous aimerai jusqu'à ce que je sois inhumé dans la chapelle de Rochefort, à côté de mes parents, et possiblement après si de telles choses sont permises, sur quoi je n'ai aucune information. J'ai arrangé ma vie autour de vous pendant 15 mois sans votre connaissance, et je l'arrangerai à présent autour de vous avec votre connaissance, ce qui est une vaste amélioration par rapport à l'arrangement précédent, et que je n'ai aucune intention de déranger. Alexandre. Oui. J'ai une chose à vous dire aussi. Je ne sais point, ce matin, la différence entre la gratitude et l'amour. Je n'ai pas eu assez de l'un ou de l'autre dans ma vie pour apprendre à les distinguer. Mais je sais que je vous fais confiance, ce qui est un sentiment que je n'ai pas eu envers un autre être humain depuis 18 ans. Et je sais que je n'ai pas peur de vous, ce qui est un sentiment que je n'ai pas eu envers un homme du tout dans ma vie de mémoire. Et je sais que lorsque vous m'avez offert votre bras au salon Polignac, j'ai senti, pour la première fois, que la pièce que je traversais était une pièce où j'avais le droit de me trouver. J'apprendrai la différence entre la gratitude et l'amour en votre compagnie, si vous voulez bien être patient avec moi pendant que je l'apprends. Je ne crois point que cela prendra fort longtemps. Je crois qu'en fait elle a déjà été apprise, et que je suis simplement la dernière personne dans ce jardin à l'admettre. Je vous aime, Alexandre. Je vous aime, et je serai votre femme en fait aussi bien qu'en nom, et nous marcherons ce jardin, et la galerie, et le parquet de chaque salon de Paris, à mon pas, parce que c'est, comme vous l'avez dit un jour, le seul pas auquel le monde vaille la peine d'être traversé. Il l'embrassa. La haie d'if était fort sombre, et le soleil fort brillant et les roses commençaient à peine, et derrière eux dans la chapelle, les cloches d'Avenaille commençaient à sonner pour le cortège nuptial, et Solange, regardant depuis la porte de la chapelle avec Élodie à ses côtés, prit la main de sa cadette et la serra, et Élodie pleura de nouveau, et la Loire s'en allait, et le monde s'arrangea, fort tranquillement, dans la forme qu'il avait depuis toujours entendu prendre. Le vicomte de Brézé émigra à Buenos Aires en juillet, où il fut entendu pour la dernière fois enseigner le français au fil de Baron des Bœufs. La vicomtesse de Brézé tint sa parole pour le reste de sa vie, qui fut une longue vie, et n'émit jamais aucune histoire sur la nouvelle duchesse de Rochefort, ni sur sa famille, quoiqu'elle eût, une fois, à un dîner en 1907,
fait référence à elle comme « cette tout à fait remarquable jeune femme qui a épousé Rochefort », ce que la table prit dans son ensemble pour une louange, et ce que, dans la cosmologie privée de la vicomtesse, c'était fort près d'être. Le comte de Brézé mourut dans des circonstances modestes en 1893, et son papier, à la fin, ne fut jamais rappelé. Hortense de Saint-Méran vécut dans une petite maison à Pau, avec une cuisinière, une bonne et une rente, et écrivit le 1er de chaque janvier une lettre de correction contenue à sa belle-fille la duchesse, et reçut en retour une lettre de correction contenue de sa belle-fille la duchesse. Et les deux lettres furent, par l'accord tacite des deux rédactrices, le contenu entier de leur connaissance. En 1903, alors qu'elle se mourait, elle écrivit une lettre finale qui n'attendit point le 1er janvier, dans laquelle elle disait seulement « Merci, et pardonnez-moi de nouveau, parce que le premier pardon était pour l'argent, et j'ai espéré pendant 14 ans qu'il pût y avoir un second. » Geneviève répondit par le courrier suivant. Le second pardon fut accordé le même jour que le premier. Vous n'aviez pas besoin de le demander. Elle se rendit à Pau avec Élodie et fut au chevet de sa belle-mère lorsqu'elle mourut. Solange épousa son député de Marseille en 1891 et vécut une longue vie contente et politiquement intéressante, et nomma sa première fille Geneviève. Élodie fréquenta le nouveau lycée de jeunes filles à Paris, puis la Sorbonne, et devint, dans les premières années du nouveau siècle, l'une des premières femmes en France à être reçue avocate. Elle ne se maria jamais. Elle vécut bien des années dans un petit appartement près de la rue Saint-Jacques, avec une amie, une traductrice du grec, et fut une invitée fréquente et chérie à l'hôtel de Rochefort et au château de Rochefort pour le reste de la vie de sa sœur. Valait le libraire reçu du duc et de la duchesse de Rochefort, chaque année le 17 mars, une caisse du vin que les vignobles de Rochefort réservaient à la famille, et une lettre signée des deux, et dans sa vieillesse il disait à quiconque le lui demandait, et à beaucoup qui ne le lui demandaient point, qu'il avait été, sans tout à fait le savoir à l'époque, l'entremetteur du plus singulier et du plus heureux grand mariage de la belle époque, un honneur pour lequel il n'avait point été formé, mais pour lequel, sentait-il, ses 30 ans à vendre des livres à des femmes qui savaient comment les choisir, avaient été une sorte de préparation. Quant au duc et à la duchesse, ils marchèrent, pour les 41 années suivantes jusqu'à la mort de l'un, et les 7 après, jusqu'à la mort de l'autre, à son pas. Il avait eu raison, comme il advint, sur le pas. C'était le seul pas auquel le monde valait la peine d'être traversé, et ils le traversèrent ensemble, dans la longue galerie de l'hôtel de Rochefort, et le long du chemin de la rivière au château, et à travers le parquet de chaque salle de bal de Paris, qui, après cette première saison, apprit à s'ouvrir devant eux comme une mer s'ouvre devant un vaisseau, avec lequel elle a décidé de ne point se quereller. Ils le traversèrent aussi, dans les petites pièces qu'aucun salon ne vit jamais, où il lui faisait la lecture le soir, et où elle corrigeait sa prononciation des poètes allemands, et où il lui contait, le 17 mars de chaque année pour le reste de sa vie, l'histoire d'une jeune femme en robe verte qui était entrée dans une librairie du quai Voltaire et avait dit quelque chose de vrai à propos des Goncourt, et qui n'avait point su, et n'aurait point pu savoir, que l'homme dans l'arrière-boutique avec l'infolio était déjà, en ce moment, en train de commencer la longue et tranquille besogne de réarranger le reste de sa vie autour du son de sa voix. On s'était moqué d'elle dans chaque salon de Paris pour sa claudication. Le duc le plus puissant de France lui avait offert son bras, et à la fin, à la manière de ces choses, ce n'était point le bras dont elle avait eu besoin. C'était la fermeté de l'homme à qui il appartenait, qui avait décidé, par un après-midi de mars dans une librairie, que le monde allait être réarrangé pour marcher à son pas, et qui avait alors, avec la patience d'un homme qui détenait un grand nombre de dettes et une aversion particulière pour le vol, fait aux femmes sans protecteur, rentrer chez lui et l'avait réarrangé. Elle traversa le reste de sa vie à travers des pièces qu'il avait un jour regardées avec pitié. Et les pièces apprirent, avec le temps, à la regarder avec quelque chose d'autre à la place. Ce quelque chose d'autre, à la manière de ces choses, n'avait de nom dans aucune langue que Geneviève de Rochefort parla. Mais elle le reconnaissait quand elle le traversait. Et ainsi, avec le temps, fit Paris.